Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Le monde compte 589 millions de personnes atteintes et près de la moitié d'entre elles luttent contre la maladie sans le savoir. En RDC, où le diabète de type 2 représente 90% des cas, le programme national de lutte contre le diabète insiste sur la nécessité du diagnostic précoce et de la prévention. Top Congo FM. Et c'est un tournant majeur. Pour la diplomatie climatique mondiale, la RDC et le Brésil unissent leurs forces pour protéger les forêts et renforcer la lutte contre le changement climatique. À la COP 30 à Belém, au Brésil, les ministres de l'environnement de deux pays ont signé un mémorandum d'entente historique scellant une coopération renforcée entre les deux pays, plus grand bassin forestier du monde. Top Congo FM. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Eric Lukoki. Heureux de vous retrouver pour ce nouveau journal sur Top Congo. Persistance des crises dans les institutions provinciales. La République ne peut être prise en otage par des ambitions personnelles ou des calculs politiciens, clame Félix Tshisekedi. Le président de RDC l'a dit lors du dernier conseil des ministres. Le chef de l'État a exprimé avec fermeté sa profonde préoccupation face à la recrudescence d'actes de déstabilisation au sein de plusieurs institutions provinciales du pays. Ces tensions, dit-il, matérialisées notamment par des motions jugées intempestives et infondées contre le gouvernement ou les assemblées provinciales, compromettent gravement la stabilité des entités territoriales. Signature d'un accord de paix global ce samedi entre la délégation du gouvernement de Kinshasa et de la FCM23 dans le cadre du processus de Doha. Les deux délégations ont arrêté les grandes lignes qui consacreront notamment l'arrêt des combats et la libération des prisonniers. Au total, l'accord de paix global comprendra 8 protocoles pour l'ancien député membre de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, Juvenal Munobo. Cet accord n'a fait qu'annoncer des principes que l'on connaît déjà, mais ne dit rien sur la fin immédiate des hostilités. On l'écoute. Ça ne sera pas un accord de paix complet. Ça sera un accord de cadre. Un accord, encore une fois, pour réaffirmer les principes. Et les principes, c'est notamment les principes de cessez-le-feu, les principes qu'il faut avoir. Donc, on va pratiquement revenir sur le même principe. On est encore donc à l'étape de la réaffirmation des principes. Et donc, je pense que ça sera un peu comme la déclaration de principe déjà qui a été signée le 19 juillet 2025. Théoriquement, on avance, mais pratiquement, on n'avance pas. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on arrive finalement à une feuille de route que tout le monde doit respecter? Donc, il faut que le Congo et le Rwanda aient en tête l'idée de faire la paix. Alors, un accord cadre, en réalité, ça ne garantit rien en ce qui concerne le retour de la paix, quoi. C'est juste une réaffirmation de principe. L'accord dont on a besoin, c'est cet accord qui, dans ses annexes, nous disent, par exemple, c'est quand la neutralisation de FDLR. On a besoin d'un accord qui nous dit, dans ses annexes, c'est à partir de quel jour le retrait des troupes rwandaises. On a besoin d'un accord qui nous dit à quand le début du DDR. Un accord qui nous dit, voilà, les cessez-le-feu sera respecté exactement quel jour à telle heure. Parlons Visa Schengen, des procédures, des délais, du refus, des recours et des intermédiaires véreux. Pourquoi obtenir visa au Centre européen des visas? Phase spéciale, je reçois ce lundi 17 novembre après le journal de 19h. Yoris Salden, directeur des... Encore accord 4 signé à Doha entre les délégations de l'AFC et du gouvernement congolais à la nouvelle société civile congolaise. On dit que tel que libellé est signé, cet accord est en réalité un partage de pouvoir entre Kinshasa et la coalition rebelle. On écoute Jonas Tchumbela, coordinateur national de la nouvelle société civile congolaise. Il est au micro de Pascal Kapalay. Derrière le terme gouvernance participative, ce texte consacre en réalité un partage de pouvoir imposé par la force en intégrant politiquement et militairement
un mouvement armé soutenu par l'agenda du Rwanda. L'accord ne prévoit aucun mécanisme contraignant, aucune sanction en cas de non-respect et repose uniquement sur la bonne foi des partis. Alors que l'histoire a montré que le M23 n'a jamais respecté ses engagements passés. Ce document risque d'affaiblir davantage la souveraineté de la RDC et de légitimer la violence armée et de compromettre la stabilité politique. À ce rythme, l'organisation des élections en 2028 pourrait être sérieusement menacée. Au niveau de la nouvelle civile, cet accord n'apporte aucune paix durable. Il expose plutôt le pays à une nouvelle fragilisation et à une influence extérieure plus marquée. Et pour Bob Kabamba, politologue et chargé de cours au département des sciences politiques à l'Université de Liège, cet accord ne change absolument rien pour lui. Les inquiétudes pour l'avenir sont donc maintenues. On l'écoute sur de propos recueillis par Pascal Kapalaï. Quand on lit le texte qui a été signé, on peut dire sans ambiguïté qu'il n'y aura rien qui va changer. Parce que déjà, il y a eu 2 signatures qui ont déjà été apposées sur 2 déclarations et sur 2 accords. Et ces 2 signatures n'ont pas produit des résultats sur le terrain. Et ici, on se rend bien compte qu'en lisant le texte, c'est qu'ils ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur toute une série de choses. Ils se sont mis uniquement d'accord pour dire nous ne sommes pas d'accord sur toute une série de points, mais que nous allons en commission les points sur lesquels nous ne serons pas d'accord et qui vont être déclinés beaucoup plus tard en désaccords, on va dire, séparés. Or, cette méthodologie telle qu'elle est définie par le Qatar, le médiateur, on se rend bien compte que ce sera véritablement des petits pas, mais des petits pas qui vont durer, à mon avis, des mois, voire des années, avant qu'on arrive à ce qu'on puisse aboutir, à conclure. Il faut s'inquiéter déjà pour la suite, puisque les 2 parties se sont suffisamment réarmées, se sont réorganisées, et l'AFC M23 a recruté de nouvelles troupes, et aussi du côté du Congo, on a vu qu'il y a eu renforcement militaire dans toute une série de fronts. C'est qu'on doit s'attendre, de mon point de vue, à ce que les hostilités vont reprendre certainement dans les prochaines semaines, voire dans les prochains jours. Et donc on va revenir à la case départ, et ce qui a été signé à Doha n'aura aucune répercussion sur le terrain. C'était là donc le professeur Bob Kabamba, chargé de cours au département des sciences politiques de l'Université de Liège en Belgique. Dans la province de Tanganyika, après le conflit, plusieurs ménages restent encore dans des sites des déplacés au village Kabea Mukena. C'est dans les secteurs de Nord-Lukunga, dans le territoire de Nyunzu. Des humanitaires ont construit des abris pour les ménages retournés. Des ressources font défaut pour construire des abris supplémentaires pour donc les ménages retournés après les premières interventions humanitaires. Cyril Milandou pour le compte-rendu. Tous les ménages Bantou avaient fui le village Kabea Mukena, sauf des ménages Toa. Roger Mwamba, chef d'antenne au Djan Nyunzu. Les premières évaluations 2020, quand nous sommes passés ici, il n'y avait personne. Il n'y avait que les militaires qui occupaient une position quelque part, avec des ménages Toa. Puisque les ménages, toi, eux, n'avaient pas fait trop de mouvements. Ils étaient restés presque fixes ici. On a fait une première évaluation et comme on était appuyé par la MONUSCO, par les autorités, le discours était que nous allons apporter l'assistance qui va permettre aux ménages de rentrer. Des humanitaires sont arrivés bien après l'installation des ménages retournés. Cette route a été rendue possible par le Cash for Work, qu'une des organisations internationales avait appliqué. Ils payaient les ménages, la farine, un peu d'argent pour arranger la... Pour construire des abris pour les personnes retournées, des humanitaires ont rencontré les problèmes d'accès et de sécurité dans cette zone. Vous venez dans un milieu où les gens ont tendance à rentrer, mais il y a des milices à côté qui menacent encore la sécurité. Donc quelque part, il y a encore des poches d'insécurité. Selon Roger Mwamba, les humanitaires n'ont pas pu couvrir tous les besoins des ménages retournés. On n'a pas couvert tous les besoins. Il y a des gens qui sont venus après, qui n'ont pas de maison. Il y a des gens qui n'ont pas bénéficié des assistances agricoles. Donc ça fait aussi un plaidoyer qu'il faut assez de ressources. Des financements nécessaires manquent pour la prise en charge des autres ménages retournés. Et puis, là-bas, une quarantaine de creuseurs artisanaux ont perdu la vie
samedi sur le site de Kalondo, situé à environ 42 km au sud-est de Kolwezi. Le drame est survenu lorsque le pont de Fortune, surplombant une tranchée, a cédé sous la pression de la foule des mineurs. Selon le service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle, CMAP, les exploitants présents au moment de l'accident racontent avoir été pris de panique après avoir entendu de coups de feu autour du site. Les recherches se poursuivent actuellement pour retrouver d'autres corps éventuellement ensevelis sous les décombres. Le ministre national de Mines, accompagné des directeurs généraux de la CAMI et de la CAE-MAP, est attendu cet après-midi dans le Lualaba pour faire un état des lieux de la situation. Et puis nous partons pour la province de Kasaï oriental, où la lumière au bout du tunnel pour Bujimaï, alors que la ville est plongée dans un blackout total depuis 72 heures à cause d'une nouvelle panne. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, annonce la... Chaque jour, avec Top Congo FM, l'information. Les provinciaux du Kasaï central, les deux camps de députés provinciaux qui s'est disputé la gestion de cette institution depuis la session de mars 2025 ont décidé de se surpasser en acceptant de travailler ensemble. Un compromis politique a été trouvé en vue de permettre la mise en place d'un bureau définitif devant regrouper toutes les tendances politiques sur base d'un large consensus. Ces élus du peuple se sont aussi engagés à abandonner toutes les actions en justice intentées entre eux, alors que les plénières ne se tenaient plus depuis l'ouverture de la session de septembre 2025. Elle devrait être convoquée en dehors 48 heures pour permettre les dépôts des candidatures et l'organisation des élections du bureau définitif. Extrait de ce compromis, lu par le député provincial Pierre Sosten Kabindi et choisi par Alain Saveur Makoba. Engagement des députés provinciaux. Les honorables députés provinciaux se sont engagés fermement sur les points suivants qui ont donné lieu à un compromis politique. 1. Les honorables députés provinciaux s'engagent à privilégier les consensus comme mode par excellence des résolutions des différends entre eux s'il y a différends. 2. Les honorables députés provinciaux acceptent de partager les postes au sein du bureau définitif en tenant compte des sensibilités politiques, du poids politique, de la géopolitique et de la compétence. Ainsi, les partis mosaïques élus de PS Tshisekedi présentent les candidats présidents et rapporteurs adjoints, tandis que le regroupement A3A, AFDCA, AACPG, AA-UNC et les non-inscrits alignent respectivement des candidats vice-présidents, rapporteurs et questeurs. Pour cimenter la paix, l'unité, la fraternité et la concorde parmi eux, les députés provinciaux s'engagent à abandonner toutes les actions en justice intentées entre eux. Les honorables députés provinciaux demandent au bureau provisoire de convoquer la plénière pour déclencher le processus de la mise en œuvre du bureau définitif en ayant 48 heures à compter de la date de la signature du présent communiqué. L'État congolais s'engage dans la reconquête de la chaîne de valeur du cobalt artisanal à travers l'entreprise générale du cobalt artisanal. Le pays a lancé la première production structurée de 100 000 tonnes de cobalt artisanal légal, éthique. Ceci marque le début d'un nouveau modèle de gouvernance minière. Explication Jean Simakola. Créée en 2019 par le gouvernement congolais placé sous la tutelle du ministère du portefeuille, l'entreprise générale du cobalt a un mandat d'organiser, acheter, transformer et commercialiser tous les minéraux stratégiques issus de la production artisanale, y compris le cobalt pour retracer la traçabilité et la conformité pour chaque tonne. Eric Kalala est DG de EGC. Cet événement dépasse la seule dimension technique. Il marque la reconquête par la République démocratique du Congo de sa souveraineté sur une ressource essentielle à la transition énergétique mondiale. Notre pays détient 74% de la production mondiale du cobalt. Ce minerai stratégique, indispensable aux batteries électriques, aux véhicules du futur et aux technologies vertes, et non seulement, mais aussi à l'industrie de la défense, place notre nation au cœur d'un enjeu global, celui d'une énergie propre et durable. Le GC, c'est l'expression concrète d'une volonté politique, celle de rendre au cobalt congolais sa légitimité, sa traçabilité et sa valeur ajoutée nationale. Avec l'entreprise générale du cobalt, la RDC répond aux exigences des
grands constructeurs automobiles et technologiques. Les 1000 tonnes que nous inaugurons aujourd'hui ne sont pas une fin, mais un commencement. Elles marquent le passage du potentiel à la performance, de la promesse à la preuve. Elles démontrent que nous sommes capables d'organiser, de réguler, de valoriser notre production artisanale selon les standards internationaux et nationaux. Et surtout, elles prouvent que la RDC peut transformer ses ressources naturelles en un levier de développement humain, économique et social. Nous ne voulons pas seulement acheter et revendre, nous voulons acheter, transformer et créer de la valeur locale. Cela implique le nouveau partenariat, des investissements dans la transformation, de la formalisation, de la formation pour les coopératives minières avec l'accompagnement du SAEMAP et la modernisation continue de nos outils de traçabilité. Après l'exposition des 1000 tonnes de cobalt artisanal, Eric Alala, DG de EGC, s'est entretenu avec les entités de traitement cobalt. Devant elle, il exprime la volonté de son entreprise à prouver qu'il est possible de produire un cobalt éthique, traçable et compétitif. Aujourd'hui, il n'est plus possible d'œuvrer comme entité dans le secteur minier artisanal sans se conformer aux normes de l'EGC. Vous savez, nous avons un décret ici du Premier ministre qui définit quels sont les minerais stratégiques. Et les minerais stratégiques, c'est le germanium, le cobalt et le tantal. Donc à partir du moment où un minerai a un ratio, un pourcentage de ces minerais-là, c'est un minerai stratégique. Et pour cela, vous êtes régi par ARECOMS en termes de régulation. Et sur la commercialisation, il y a une exclusivité d'achat qui est développée par EGC. Ces secteurs étaient en effet abandonnés et incontrôlés. Le cobalt artisanal ne contribuait pas à l'économie du pays. La perte de contrôle et de valeur ne pouvait durer. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a voulu que cela change. Et c'est dans cette vision qu'a été implémenté EGC SA. Jean-Sima Kwala et pendant ce temps, l'exploitation pétrolière dans le Graben Albertine est l'objet d'une tension. Le cadre de concertation sur les ressources naturelles CDCRN alerte sur une forte opposition des communautés riveraines. Une enquête révèle que 70% des personnes rejettent les projets par crainte des impacts environnementaux et sanitaires, notamment la disparition des écosystèmes du lac Albert. Le CDCRN insiste sur la nécessité d'une consultation libre, préalable et éclairée des populations. Encore une baisse des prix de produits pétroliers à la pompe. C'est parmi les retombées de l'appréciation du franc congolais face à la devise américaine, le dollar. Un litre d'essence passe ainsi de 2690 à 2440 francs. Le gasoil recule de 2680 à 2430 francs. Résultat d'un travail abattu par le comité de suivi des prix de produits pétroliers qui a revu en profondeur la structure de prix dans toutes les zones d'approvisionnement du pays, et ce sur instruction du vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba. Selon le coordinateur du comité, Théodore Nana Mungele, cette démarche vise à assurer plus de cohérence et de transparence entre le taux d'échange utilisé par les sociétés pétrolières et celui fixé par la Banque centrale du Congo. Des baisses similaires sont enregistrées dans les zones sud et est, avec des réductions allant jusqu'à plus de 400 francs congolais. Ce travail salué par les opérateurs du secteur. On écoute Joseph Makondo Maboko, président du comité professionnel des pétroliers nationaux. Ils ont abattu un grand travail, tout a été très bien fait au départ, et quand nous sommes arrivés, tout ce qu'on nous a exposé, c'était pratiquement des éléments concordants, des éléments qui ont fait qu'en très peu de temps, tout le comité a validé les conclusions de ce qu'ont été les travaux réalisés en amont. C'est une bonne chose puisqu'on était un peu buté par le fait que le taux structure était à 2600 et les taux d'échange étaient à 2300. Les pompistes avaient difficile à appliquer le taux structure par rapport au taux d'échange, mais actuellement, le taux structure est à 2300 et le taux d'échange est à 2300. Les taux sont égaux et ça facilite tout le monde. Nous sommes contents puisque par le fait que le taux soit baissé, ça donne la facilité à tous les autres opérateurs économiques de voir à quelle mesure ils peuvent baisser ou ils vont baisser le prix des produits, c'est-à-dire que l'impact il est majeur à tous les niveaux de l'économie nationale, puisque vous savez, quand le prix des produits pétroliers baisse, ça impacte pratiquement tous les autres secteurs et on constate cela sur les marchés. Les gens seront contents puisque le taux parallèle sera pratiquement le taux ou est égal au taux structure, tout est bien fait. Donc, même nous, les pétroliers, nous sommes très contents.
Alerte aux conducteurs de Kinshasa, la régie de fourrière et de contrôle technique des véhicules annonce un bouclage ce lundi. Tout véhicule n'ayant pas passé le contrôle technique obligatoire lancé le 29 septembre sera interdit de circulation, immobilisé et conduit en fourrière. Au micro de Genovic Moa, le directeur général Kajos Mafolo Joseph appelle les récalcitrants à la prudence. On l'écoute. La régie des fourrières et des contrôles techniques des véhicules de Kinshasa, RFC en sigle, rappelle à tous les propriétaires des engins roulants que le contrôle avec bouclage annoncé sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa sera effectif dès demain lundi 17 novembre 2025 à partir de 5h du matin. Nous serons autorisés à circuler librement que les véhicules ayant effectivement passé le contrôle technique avec vignette sécurisée à poser sur les pare-brises du véhicule. Il est recommandé à ceux qui n'ont pas passé les véhicules au contrôle technique de ne pas les mettre en circulation dans toutes les artères, tant principales que secondaires de la ville de Kinshasa. Les récalcitrants verront leurs véhicules immobilisés puis conduits dans les différentes fourrières de la ville de Kinshasa. La sécurité routière des Kinois n'a pas de prix. Blackout total en Bujimaï depuis plus de 72 heures maintenant. Une situation causée par une nouvelle panne survenue à la seule centrale qui alimente pour le moment la région. À ces jours, des milliers de ménages vivent ainsi sans électricité. Certains PME qui fonctionnent grâce à ce courant sont en arrêt en attendant la réparation de la panne. Pendant ce temps, la construction et réhabilitation de la centrale hydroélectrique de l'Oubilangien vient de franchir un tournant décisif. La reprise des travaux est annoncée en janvier 2026 et la première production de 10 MW pour 2027. Détail Nicolas Casati. La ville de Mbujimaï, chef-lieu du Kasaï oriental, est privée d'électricité depuis 4 jours maintenant à la suite d'une panne majeure survenue à la centrale hydroélectrique d'Etchiboué. Dans un communiqué le 14 novembre 2025, la Société nationale d'électricité a expliqué les causes de cette interruption prolongée. Selon la SNEL, la coupure trouve son origine dans les défauts sur la ligne 30 kV causés par l'engin de la SACIM. L'énergie électrique vendue par la SNEL à ses abonnés provient de la centrale hydroélectrique de Chiboué à Boya dans les territoires d'Emiapi. La centrale hydroélectrique de Tubitubidji produit environ 7 MW d'énergie électrique, dont 3 mises à la disposition de la SNEL. Une puissance qui ne permet pas au Kasaï oriental de répondre toujours à ses besoins énergétiques. Pour tenter de résorber cette crise en énergie, Maitland se propose une alternative crédible pour les 12 prochains mois. Le projet de construction et réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Lubilangi 1 a franchi un tournant décisif. Le projet pourra débuter d'ici 2026, renseigne le directeur général de cette entreprise. Serge Mukendi Fonchi indique que son entreprise, avec un financement américain, dispose à la fois de l'autorisation de production et de distribution de cette électricité. Les chantiers prévoient une première mise en service en 2027 avec une capacité initiale de 10 MW avant une montée progressive vers les 100 MW. Mbujimaï, Nicolas Kazadi, Top Congo FM. Et lancer accélère l'électrification rurale, un pilier de l'agenda présidentiel. Pour concrétiser la stratégie de transition énergétique, l'agence a adopté une approche décentralisée divisant le territoire en 6 poules, chacun bénéficiant de solutions énergétiques autonomes via de mini-réseaux solaires isolés. Walter Nkouy explique comment ces infrastructures modernes offrent une autonomie énergétique aux communautés éloignées. Sous la coordination et la supervision du directeur général Cyprien Moussimar, ces projets deviennent réalité, transformant progressivement le quotidien du Congo profond. Dans la province du Kwilu, l'ANSER a procédé à l'installation de l'éclairage public à Kalangana, Bansiengom et Boulem. Des centrales solaires avec dispositifs d'éclairage public ont été implémentées à Ipamu, Kilembe, Inchuem, Mukongo et Eyen Mankondo, marquant ainsi un tournant historique pour ces contrées. Elle a amélioré la qualité de vie, renforcé les services scolaires, hospitaliers et surtout dynamisé les économies locales grâce à l'usage productif de l'énergie à la grande satisfaction des populations bénéficiaires. Témoignage. Nous sommes trop avantagés ici à l'Estème IPAM parce que nous avons l'électricité. La SER nous a servi le courant parce qu'à la bureautique, s'il n'y a pas le courant, nos machines de l'institution ne peuvent pas fonctionner. L'Estème est vraiment à l'aise. Sans électricité, on n'allait pas être ce que nous sommes ici. Avant que cette énergie
nous arrive, nous achetions au jour le jour les carburants pour alimenter les moteurs afin que nous ayons de l'énergie pour la bureautique. Grâce à cette énergie, maintenant notre Internet est fonctionnel. Ça améliore les conditions d'enseignement chez nous. Avec tout ce que j'entreprends ici, tel que la bureautique, que je fais tourner, la connexion Wi-Fi, ça aide la population à mieux se connecter avec le bout du monde. J'arrive à encadrer les jeunes gens. Nous avons l'échographie, nous avons la radiologie, nous avons les mesures médicales comme l'ECG et nous avons des tensiomètres électriques, nous avons des congélateurs. Avant, nous on utilisait par exemple des bois pour éclairer. Aujourd'hui là, nous avons du courant. Ça nous a aidé de perfectionner d'autres choses. Par la promotion de l'électrification rurale, l'ANSER stimule le progrès et écrit aux côtés des communautés rurales les premières lignes d'un Congo profondément renouvelé. C'est un tournant majeur pour la diplomatie climatique mondiale. La RDC et le Brésil unissent leurs forces pour protéger les forêts et renforcer la lutte contre le changement climatique. À la COP 30 à Belém, les ministres de l'environnement de deux pays ont signé un mémorandum d'entente historique scellant une coopération renforcée entre les deux plus grands bassins forestiers du monde, l'Amazonie et le Congo, pour une gestion durable des ressources naturelles et une meilleure protection de communautés locales et autochtones. Les explications avec Myriam Ireki, envoyé spécial de Top Congo à Belém au Brésil. C'est une nouvelle page de la diplomatie climatique qui s'est écrite ce samedi 15 novembre. La RDC et le Brésil ont scellé un mémorandum d'entente qui vise à renforcer la coopération entre les deux plus grands pays forestiers du globe. Un partenariat présenté comme stratégique à l'heure où les forêts tropicales jouent un rôle central dans la régulation du climat mondial. Marie Niangé, ministre de l'Environnement, du Développement durable et Nouvelle économie du climat de la RDC. L'OU consiste à nous soutenir mutuellement dans la protection de la forêt. Vous savez que l'Amazonie vient de mettre en place un fonds amazonien à travers l'initiative TFFF qui consiste à préserver les forêts mais en même temps à travailler pour le bien des communautés locales et des peuples autochtones. Et donc, étant les deux grands bassins qui régulent le climat au monde, il était tout à fait normal que nous puissions faire bloc ensemble pour défendre nos intérêts et protéger la planète. Concrètement, l'accord prévoit des échanges d'expériences, d'innovation et de bonnes pratiques en matière de gestion durable des forêts, de protection de la biodiversité et de prise en compte des besoins des communautés locales et des peuples autochtones. Un intérêt partagé par le Brésil qui vient de lancer un fonds dédié à la préservation de l'Amazonie en lien avec l'initiative TFFF, le Fonds perpétuel pour les forêts tropicales. Marina Silva, ministre brésilien de l'Environnement, a expliqué que l'objectif est de travailler sur les changements climatiques, la protection des forêts, de la diversité biologique et la préservation des ressources en eau dans une approche intégrée. Ce rapprochement entre les bassins du Congo et de l'Amazonie s'inscrit dans une dynamique plus large, celle des trois grands bassins forestiers mondiaux renforcés depuis le sommet de l'Amazonie. Une synergie qui pourrait peser davantage dans les négociations internationales et accélérer la transition vers une gestion concertée, durable et solidaire des forêts tropicales. Et puis, la gestion des conséquences des pluies diluviennes du 4 au 5 mai à Kinshasa continue de soulever des questions face aux élus provinciaux. Le ministre provincial de la Santé a été interpellé pour s'expliquer. L'élu de Lemba, Norbertine Matanda, a notamment dénoncé la situation des sinistrés de Mbanzalemba qui seraient à l'abandon. Elle a insisté sur la nécessité de mettre en place des sites d'hébergement préventifs pour mieux anticiper les multiples risques d'inondation dans la ville. On l'écoute. Pourquoi toutes les communes n'étaient pas prises en compte? Quels ont été les critères d'identification? Parce que ma commune de Lemba aussi fait partie des communes qui étaient inondées. Il y a la population qui se trouve tout au long de la rivière qui Mbanzalemba ainsi que Kemi. Là-dedans, il y a eu beaucoup de sinistrés. Et puis, vers Mbanzalemba, la pluie de 4 au 5 avril, nous avons connu aussi les cas de décès. Il y a eu une famille, les papas et la maman, qui sont décédés. Jour pour que les situations ne se reproduisent plus à l'avenir. Vous qui avez joué le rôle des complémentaires, est-ce que vous avez prévu la construction d'hébergements afin de répondre dans l'avenir aux ENR? Est-ce que vous avez vu cela
manifestation spontanée devant l'ambassade de France motivée par la demande de comparution de Jean-Pierre Bemba dans le procès Roger Lumbala en cours à Paris a été désamorcée par le président de la Ligue de jeunes du MLC, Monplaisir Bolo-Collé. L'élu a dénoncé un piège dans la désinformation et réaffirmé que la France est un partenaire tout en attribuant l'acharnement contre Bemba à sa loyauté et son rôle de barrière politique contre la déstabilisation. On l'écoute. Un militant est une personne disciplinée. Les MLC fait une différence avec les autres partis politiques. C'est sur la discipline. Je vous dissuade d'aller à l'ambassade de France. Nous faisons une politique basée sur l'intelligence et la sagesse. La France est un partenaire de la RDC. Ne tombez pas dans le jeu de l'ennemi. Sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, là où vous êtes, répondez que vous ne tomberez pas dans leur piège. Pour eux, il faut la balkanisation du Congo. Notre pays, les MLC, c'est pas qu'ils soient unis et indivisibles. Ce sont des ennemis du président Jean-Pierre Bemba. Mais ce dernier n'est pas cité dans cette affaire. Bien au contraire, il cherche à avoir la tête du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Ils savent que nombreux ont trahi le président de la République. Le président Jean-Pierre Bemba est un obstacle pour qu'ils atteignent les garants de la nation. Les militants du MLC sont ensemble avec ceux de l'UDPS pour protéger ce pays. Je vous l'ai dit, ne tombez pas dans ce piège. Et en santé, je vous l'ai dit en ouverture de ce journal, le diabète, une pandémie silencieuse. Le monde compte 589 millions de personnes atteintes et près de la moitié d'entre elles luttent contre la maladie sans le savoir. En RDC, où le diabète de type 2 représente 90% des cas, le programme national de lutte insiste sur la nécessité du diagnostic précoce et de la prévention. La SPS en haut a soutenu la célébration de la journée mondiale sur le thème diabète et bien-être. Peggy Wabeno. Le diabète constitue un problème majeur de santé publique en RDC, comme l'a souligné le directeur du programme national de lutte contre le diabète. Selon Ferdinand Kamanga, directeur du PNLCD, les 2 tiers des personnes vivant avec la maladie vivent en milieu urbain et 3 personnes sur 4 sont en âge de travailler. Les prévisions actuelles de cet organisme, il annonce 852 millions de patients diabétiques d'ici 2050, soit un adulte sur 8 sera atteint du diabète. En Afrique, le nombre de cas de diabète est estimé à 24 millions et le nombre d'adultes diabétiques devrait atteindre 59 millions d'ici 2050. Le diabète à lui seul est responsable de plus de 6 millions de décès en 2024. La République démocratique du Congo alourdit malheureusement ce fardeau avec une prévalence de 7% selon l'enquête stéboise de 2025. Le diabète pose un véritable problème de santé publique au pays par son triple fardeau, notamment épidémiologique, économique et social, a dit le Dr Serge Ngoy, représentant du secrétaire général à la santé. C'est ici l'appel lancé au ministère sectoriel concerné de prendre part à cette lutte pour le bien-être de la population. Pendant cette même période, dans notre pays, la République démocratique du Congo, près de 1,4 million de personnes sont atteintes du diabète. Ils se sont exprimés à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le diabète célébrée le 14 novembre. Une journée de réflexion sur le thème diabète et bien-être, mieux vivre le diabète en RDC a été organisée pour sensibiliser la population au diagnostic précoce afin de stopper la progression de cette maladie chronique. Les agents de l'administration des finances et du budget ont soumis au ministre de tutelle, ministre des Finances, le cahier de charges qui contient leurs revendications socio-professionnelles, parmi lesquelles les 15 mois d'arriérés de primes, document signé par 10 syndicats des finances et 7 syndicats du budget. Une assemblée générale des agents et fonctionnaires de l'administration des finances et du budget convoquée le mercredi 19 novembre devant le bâtiment de la direction de la paye. On écoute Anselme Moufungue, président de l'intersyndicale des finances et porte-parole des intersyndicales de budget et des finances au téléphone de Pascal Kapalay. Tous les camarades de l'administration des finances et du budget, les 2 intersyndicats des finances et du budget vous confirment l'Assemblée générale. Moi, en tant que porte-parole des 2 intersyndicales, nous vous confirmons l'Assemblée générale les 19 mercredi devant la direction de la paye. Pour nos amis de province, ça sera devant nos divisions provinciales de finances et du budget.
budget. Priez pour cette assemblée générale. Nous demandons aux pasteurs, aux abbés de prier pour nous, pour les deux ministères des Finances et du budget pour cette assemblée générale. 88.4 Top Congo FM. Sport. Info Sport. Jour de finale pour les Léopards de RDC qui affrontent les Nigeria ce soir à 20h, heure de Kinshasa, à Rabat au Maroc. L'enjeu est capital, décrocher la seule place africaine pour le tournoi de barrage intercontinental de la FIFA en mars 2026. Dernière étape avant la Coupe du Monde. Le sélectionneur Sébastien de Sabre enregistre le retour et c'est une bonne nouvelle de Mecha Kelia et assure que les Léopards sont prêts à jouer leur chance à fond. On l'écoute. C'est un match important. C'est vrai qu'il me semble que la RDC n'avait pas battu le Cameroun depuis de nombreuses années et également. Nous, on va s'axer sur notre récupération en toute humilité. On a battu une bonne équipe du Cameroun qui a pris beaucoup de risques en fin de rencontre pour essayer de marquer ce premier but. Puis le Nigeria, ça reste également ce qu'il se fait de mieux en Afrique. De toute manière, ce sont des équipes qui sont devant nous au classement FIFA. Nous, on sait qu'on a encore une marge de progression. On avance. Nous, on avance. Et on aura encore une opportunité contre le Nigeria pour encore montrer de quoi on est capable. Mais ça sera un autre match. Et quoi qu'il arrive, on va se lancer à fond dans la partie. Parce que comme vous avez dit, on était au Sénégal, on va dire à 5 minutes de la Coupe du Monde. On a reculé de quelques pas, on en a regagné là et on se retrouve à un pas de ces fameux barrages au Mexique. Donc c'est sûr qu'on va jouer crânement notre chance comme l'adversaire. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Fin de ce journal, mise en onde Alain Pascal Mbungu, diffusion vidéo, Didi Binsika, concours rédactionnel, Jean Simakwala, réalisation Pascal Capal. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.